Le rasage, comme je le disais, le bâton, dès que l'enfant est né, c'est ça qu'on commence. Du coin, le rasage, là, c'est pour les Wasangaré. Vous ne verrez jamais un enfant bâton là, venir là, non. Depuis le bas âge, bébé, on le fait. Et ça, quand elle atteint maintenant un âge donné, c'est que parmi, dans sa famille, il y a un qui est décédé, l'oncle, et on lui donne le nom de celui qui est parti. Et quand il y a le décès d'un fois, on sait celui qui sera de tout. Il faut faire comme ça, que ça évolue. Et au niveau du bâton typique. Au niveau du bâton, il y a plusieurs clans. Et chaque clan, n'est-ce pas, ses interdits, c'est ce qui est autorisé. Et c'est en tenant compte de ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, qu'on rase les enfants. Quand vous êtes de cette lignée là, vous n'avez rien à faire, vous devez respecter cela. C'est ça, sur le bâton. Il ne peut pas manger ici, il ne peut pas faire ici, tout simplement parce que ça a une origine. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Pour que ce qui a été mal lié, pour que ça ne revienne plus. Vous avez entendu parler en bâton de trop tenu. Trop tenu, ça veut dire quoi? Manger seul son poulet. Vous voyez, dans les familles, si un enfant peut manger par lui-même, là, il doit avoir son poulet. Et c'est pour cela qu'on prépare tout ça dans le pour que chacun puisse manger seul son poulet. S'il n'avait pas fini, il laisse ce qu'il fait. Mais c'est lui seul. Chacun doit avoir son poulet. Et après, ils vont faire à l'entrée principale de leur concession, ils font toujours un truc là. Et c'est le vent qui va venir enlever ça. Pour que tout ce qui avait été malheur au cours de l'année ne revienne plus et que le bonheur puisse arriver. Donc le patronat a chaque élément avec son sens. C'est une seule fois. Ceux qui ont coiffé là, c'est une seule fois. Ils n'avaient pas été coiffés. C'est la vie. Les éléments à ne pas négliger. Aujourd'hui, dans la tradition bâtonnou, quand on te donne quelque chose, tu es content. Non, pour le bâtonnou, quand tu lui donnes quelque chose, tu dois te donner, tu dois te retourner quelque chose. C'est ça la culture bâtonnou. Donc hier, c'est le Sinapoko qui a reçu. Aujourd'hui, c'est le Sinapoko qui doit donner à ce pays. Mais ça devient symbolique. Vous comprenez bien. Donc des retours. Pour ne dire pas, non, on a donné hier des choses. Cette fois-ci, c'est le Sinapoko qui doit donner à son pays, à travers leurs représentants. Et c'est ainsi qu'ils vont venir maintenant le saluer, faire saluer, tout ça. Vous avez constaté tout ça. Et quand ils ont fini tout le circuit, alors la gagne est terminée. Après le remerciement, de toute façon, vous allez le constater. Quand vous verrez sa case ronde là, ça veut dire qu'il est retourné dans cette terminé. Le tout sacré, c'est fini là. Le temps qu'il sera là, vous le constaterez là. Alors c'est incroyable parce que durant toute la cérémonie, là dans l'arène, j'ai ressenti une émotion particulière. Je pensais à tous les Français qui avaient une adoration pour la royauté française. Moi, j'ai une détestation pour la royauté française puisque c'est elle qui a mis en esclavage nos ancêtres, les déportés, les déshumanisés dans les fers de l'esclavage. Donc moi, je ne comprends pas celles et ceux qui aiment la royauté française. Mais en étant là dans l'arène, moi j'ai aimé la force de notre royauté, la puissance de notre empereur, la puissance de nos traditions. Et j'ai compris ce qu'ils pouvaient eux aimer, mais ce que moi j'aime est beaucoup plus fort, beaucoup plus sincère, parce que nous n'avons mis en esclavage aucun autre peuple. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai une émotion qui était très grande, très forte. J'ai filmé ça, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné. Et je suis béninois officiellement depuis le 22 mai dernier. Et je peux vous assurer que depuis le 22 mai dernier, je vis d'émotion en émotion et d'émotion très forte en émotion très forte. Je suis très fier d'être béninois. Ce que j'ai envie de dire, c'est que beaucoup de gens à l'extérieur qui connaissent peu le Bénin, mais suffisamment pour en parler, parlent beaucoup des Vodou Days, parlent beaucoup de Willovia, parlent beaucoup du Festival des Masques, mais très peu de la Gani. Alors souvent parce qu'ils pensent, et à tort, que c'est une fête religieuse. Ils ne comprennent pas tout, ils ne comprennent pas l'histoire, le 7e siècle, au moment où a été créée cette manifestation, ce moment-là, autour de la royauté, de la puissance. Et donc c'est important qu'aujourd'hui que Bénin Influence puisse parler également de ce rendez-vous-là. On a envie que des personnes extérieures à notre pays viennent vivre. Alors certains viennent le vivre parce qu'ils savent, mais des touristes par exemple qui voudraient plutôt aller à Porto Novo, à Ouida, leur dire qu'il faut venir à Niki. Il faut venir vivre ça à Niki parce que c'est un moment extraordinaire que vous ne vivrez nulle part ailleurs au Bénin et peut-être nulle part ailleurs en Afrique. L'édition de 2026 a été une édition particulière avec les différentes réformes qui ont eu lieu et cette rénovation.
et qui a donné un autre aspect de la Gani que nous avons connu depuis les temps anciens. Il faut dire que nous avons constaté quand même une certaine amélioration dans l'organisation de la Gani de 2026. Et aussi avec la présence de personnalités, de hautes personnalités aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que sur le plan international, on saura aujourd'hui que dans l'ère culturelle Batonou, il y a un événement culturel qui se déroule pendant cette période. Voilà, donc c'est un sentiment de satisfaction. Mission vraiment accomplie. Fier d'être Batonou, fier d'être Ouassangari, fier d'être Presse. J'aimerais remercier très sincèrement le président Wadagne. Il a réorganisé la Gani. Il a donné à la Gani une empreinte spéciale. On a vu toutes les modifications, la programmation, pas de perte de temps. Il est venu lui-même lancer les festivités hier. C'est un honneur pour tout le peuple Batonou. Aujourd'hui, la Gani, je pense, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Très clairement, il faut que la Gani soit inscrite là-bas et j'ai confiance au président Wadagne. Il faut dire que pour cette édition, je dirais pour cette édition numéro 0 qui a connu la participation de l'État central, je dirais que c'est une bonne initiative. Et cela présage de ce qui aura des éditions plus meilleures à partir de l'année prochaine avec l'implication de l'État central. Et il faut dire que cette implication est la bienvenue parce que cela ne touche en rien au caractère culturel et cultuel de la Gani de Niki. Cela apporte des touches professionnelles pour permettre à notre Gani d'être un événement international, un événement touristique et économique pour la région du Barotem et pour tout le pays. Vu l'organisation, je n'ai rien à reprocher. Et moi, je suis venu contribuer ma présence avec. Soyez des Burkinabés dignes, fiers, au-dessus de toute considération, je le répète, sociale, ethnique ou religieuse. Vous avez également appris à travers cette humilité des valeurs de solidarité, parce que vous avez appris à partager. Les plus forts sont ceux-là qui aidaient les plus faibles à avancer. Il ne s'agira plus pour vous de dire « nous avons droit à cela », mais de vous poser la question « qu'est-ce qu'on peut faire pour notre patrie ?» Surtout en ce moment charnière de notre histoire. Vous, aujourd'hui, bacheliers, futurs étudiants dans vos différentes universités, tout n'est pas parfait. Nous faisons des efforts aujourd'hui, certes, de pouvoir construire des amphithéâtres par-ci, de construire beaucoup d'infrastructures éducatives. Nous essayerons d'améliorer tout ce qui est cité universitaire et restaurant universitaire. Mais tout n'est pas parfait. Ce qui veut dire que la vie qui vous attend dans le milieu universitaire est un autre combat. Et dans ce combat, il faut avoir le moral. Peu importe la situation, vous devez vous surpasser. Nous sommes aspirés à être une nation grande et forte. Peut-être que nous devrions emboîter ce pas. En tout état de cause, lorsqu'ils créent des traîtres dans d'autres pays, et quand les traîtres finissent de les servir, ils finissent toujours par les éliminer d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'ils en savent trop, soit parce qu'ils deviennent gênants, mais ils finissent toujours par éliminer les traîtres, qu'ils soient de l'intérieur ou ceux de l'extérieur qui les aident. Ne soyez pas des traîtres, apprenez des leçons de l'histoire. Il y en a plein de traîtres qui ont servi ces grandes nations, mais qui au finish ont été oubliés. Vous avez un exemple parfait ici au Burkina Faso. Après notre révolution démocratique et populaire, notre patrie a été trahie, mais les traîtres, on connaît leur sort. Quand viendra le moment de rentrer dans la vie active, ce patriotisme qui vous a été inculqué, il faut toujours vous remémorer cela. Qu'est-ce que je fais pour ma patrie? Évitez le chemin de la facilité. Une fois que vous retenez ces leçons, vous ferez changer le visage du Burkina Faso. Nous vous attendons, qu'ils vous soyez à l'université ou dans la vie professionnelle immédiatement après cette immersion. Retenez toujours ces leçons et faites en sorte que le Burkinabé nouveau que nous voulons pour notre révolution
ce soit à partir de ces immersions que nous sommes en train d'organiser. Vous êtes la deuxième promotion, vous avez vos aînés qui ont eu la chance de faire l'année passée, ceux aussi qui n'ont pas eu la chance de participer. Mais nous donnerons l'occasion à tout un chacun, bientôt à travers des centres nationaux d'immersion, pour que tout le monde puisse venir participer de manière volontaire ou obligatoire, pour que nous puissions construire un Burkina dont nous rêvons. En Zambie, le chef de l'opposition a été placé en garde à vue dans une enquête pour trahison présumée. Arrivé deuxième de l'élection présidentielle du 13 août, Brian Mundubile s'est présenté à la police après 2 semaines passées dans un lieu tenu secret. Selon les autorités, l'opposant et sa colistière Makebi Zulu ont été interrogés dans le cadre d'accusations liées à une menace contre la sécurité nationale. L'homme rejette ces accusations qu'il qualifie de montage. Cette arrestation intervient alors que le président sortant Hakainde Hichilema doit être investi pour un second mandat, après avoir remporté environ 60% des voix. Son adversaire, qui revendique près de 38% des suffrages, avait annoncé vouloir contester le résultat. Cependant, la fermeture temporaire des tribunaux officiellement pour des raisons de sécurité a empêché le dépôt d'un recours dans les délais. Une décision critiquée par plusieurs organisations de défense des droits humains qui dénoncent une atteinte à la transparence du processus électoral. La Zambie, longtemps considérée comme un modèle démocratique régional, fait désormais face à de nouvelles tensions politiques. L'Algérie fait face à l'une de ses journées les plus sombres de l'été. Des incendies de forêts meurtriers ravagent plusieurs régions du nord-est du pays, notamment Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Les pompiers poursuivent une lutte acharnée contre les flammes, tandis que le président Abdelmadjid Tebboune a décrété jeudi 3 jours de deuil national, après la mort d'au moins 12 personnes et des dizaines de blessés. Dans les zones touchées, des habitants ont dû fuir face à la progression rapide des incendies. Des routes majeures ont été fermées, alors que la protection civile indique que plusieurs dizaines de foyers restent actifs. Ces feux interviennent dans un contexte de forte chaleur et de sécheresse persistante, des conditions aggravées par les effets du changement climatique. Chaque été, le nord de l'Algérie est confronté à des incendies de grande ampleur. En 2023, plus de 30 personnes avaient déjà perdu la vie dans des feux qui avaient dévasté la région de Béjaïa. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à débloquer d'urgence plus d'1 milliard de dollars supplémentaires pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur le terrain, la situation échappe à tout contrôle. Insécurité, déplacement de population, grève des soignants, autant d'obstacles à la riposte. L'épidémie se propage dans un contexte difficile. Chaque lacune en matière de financement et de soutien opérationnel rend la lutte contre Ebola plus difficile. Nous mettons tout en œuvre pour investir dans cette lutte, notamment grâce à plus de 80 milliards de dollars provenant des fonds communs de l'ONU. Nous avons présenté un plan détaillé de 2,13 milliards couvrant les besoins humanitaires et les mesures d'intervention. Ce plan est financé à 48% en grande partie grâce à une contribution majeure des États-Unis. Mais les ressources actuelles ne suffiront que pour quelques semaines et non pour plusieurs mois. Sans financement supplémentaire, les opérations vitales se retrouveront à court de fonds. Pour l'ONU, le financement est désormais indispensable pour maintenir les opérations de surveillance, de vaccination, de prise en charge des malades et de prévention de la transmission. En attendant, une campagne de vaccination a été officiellement lancée à Kisangani, dans la province de la Chopo. Les États-Unis ont expulsé jeudi plusieurs dizaines de personnes vers Haïti. Le vol a atterri à Cap-Haïtien, dans le nord du pays, l'aéroport de Port-au-Prince étant jugé trop dangereux. Selon l'Office national des migrations d'Haïti, plus de 50 personnes se trouvaient à bord, dont 2 mineurs. Parmi les expulsés figure ce boxeur professionnel né aux Bahamas.
Je viens d'arriver à Haïti, je ne sais pas grand-chose sur ce pays. En fait, je n'en sais rien du tout. Je suis né aux Bahamas et je vis aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Il s'agit du deuxième vol d'expulsion depuis la fin du statut de protection temporaire accordé à quelques 350 000 Haïtiens aux États-Unis. Je n'ai ni ressources, ni famille, ni personne pour m'aider. Alors j'essaie de voir comment je vais pouvoir m'en sortir. Les autorités haïtiennes ont accueilli ces nouveaux arrivants dans un contexte sécuritaire toujours tendu, alors que les expulsions américaines suscitent des inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles les personnes renvoyées pourront se réinstaller. Des inondations catastrophiques ont ravagé plusieurs localités à la frontière entre le Népal et la Chine après l'effondrement d'un glacier. Au Népal, au moins 165 personnes ont péri et plus de 800 sont portées disparues. Des dizaines de ponts et près de 40 km de routes ont été détruits, compliquant les recherches. Un proche m'a appelé vers 9 h pour me dire que beaucoup d'eau arrivait. Il m'a dit d'abandonner les magasins et de courir, car il ne résisterait pas. L'armée népalaise a secouru plus de 100 personnes par hélicoptère. Des victimes ont été retrouvées jusqu'à 100 km en aval. Tout a été détruit en 15 minutes. Il ne nous reste rien. D'abord pris pour un séisme, le phénomène a été identifié comme l'effondrement d'un glacier. Les scientifiques alertent sur l'instabilité croissante des glaces de l'Himalaya qui menacent les populations et les infrastructures de toute la région.